Zack Snyder déclare que Martian Manhunter était présent dans Justice League, sous les traits du général Swanwick. Alors lui, bientôt, il va nous déclarer qu'on a vu Nemo derrière Steppenwolf pendant le combat contre Aquaman et que le crossover entre Pixar et Warner était prévu pour Justice League 2 et pas tout seul, qu'il y aurait aussi Batmite et Mr. Mxyzptlk. Sacré Snyder, va. Ce week-end, c'était la New York Comic Con. Moi, j'étais à Bourges et croyez-moi, je n'aurais aimé être nulle part ailleurs. On y reviendra en fin de JT. En attendant, demain soir, jeudi 10 octobre, 20h30, en live sur la chaîne pour le Sculpture au point spécial Breaking Bad. On est tous brûlants de la sortie de El Camino. Et bien, tout de suite, ici, votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 213e JT Comics. Gros morceau oblige puisque c'était la New York Comic Con, donc sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Le pied. Avant, quand on entendait Scandale et Adidas, on pensait évidemment à Bernard Tapie, à Christine Lagarde, mais ce n'est plus le cas désormais. Et non, maintenant le scandale Adidas, c'est la collaboration entre Marvel et le fabricant de chaussures qui nous pond deux modèles, on va dire, pas très jolis, surtout quand on sait que Joe Quesada est impliqué dans le design et on pouvait s'attendre à mieux. C'est à l'occasion des 80 ans de la Maison des Idées et si à la limite le modèle avec les corner boxes peut passer, celui qui est plus minimaliste avec juste un petit 80 et le logo Marvel inscrit dans une espèce de perspective avec les trois traits, avec le L à moitié bouffé par la semelle, et bien lui, il est foireux. Surtout quand on sait que c'est la photo officielle, genre le Big Mac de l'affiche. On sait que c'est rarement celui avec lequel on se retrouve dans la boîte. Un petit peu comme si on te vendait le Joker de Brian Bolland et que tu te retrouvais avec celui de Walt Flanagan. Bon, après, je suis pas un grand amateur de chaussures, et donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Liefeld contre-attaque. Et puisqu'on parle de pied, il semblerait que le co-créateur de Deadpool avec Fabian Nicieza, monsieur Rob Liefeld, prépare un procès tout simplement pour Marvel. Il prévient habilement le PDG de Disney, Bob Iger, ainsi que Ike Perlmutter via Twitter, et il semble vouloir aussi dénoncer les pratiques obscures de la boîte d'édition, tout en rappelant que celle-ci vient nuire aux artistes. Il est rodé, il rappelle comment Marvel avait selon lui voulu empêcher la diffusion de son Fighting American, où il allait réutiliser des planches que Marvel n'avait pas souhaité utiliser pour Captain America, son run avec Jeff Lobb. Et du coup, la Maison des Idées avait intenté un procès à Liefeld, selon lui sur la base de calomnie, pour retarder, voire annuler au maximum la diffusion de ce comics. On verra bien où ça mène. En attendant, ce qui est sûr, c'est que ça risque de briser les relations entre l'éditeur et l'artiste, un petit peu comme le quatrième mur dans Deadpool. Le début de la fin. Vous le savez, Marvel et DC sont destinés à un éternel recommencement puisqu'ils ont basé leur succès sur un univers récurrent et ce depuis 80 ans avec des personnages forts. Donc à la dernière New York Comic Con, on a eu les dernières grosses annonces de cette entropie permanente. Tout ça c'est saupoudré de nostalgie puisque Jim Krueger et Alex Ross reviennent sur leur univers en trois parties. Earth X, ça s'appellera Marvel's X, ça sera dessiné par l'artiste Well B. Et on en apprendra un petit peu plus comment est-ce qu'on est arrivé au monde que l'on connaît dans Earth X. Marvel renoue également avec une autre tradition, celle des fameux The End. Il y avait eu un Hulk The End suivi d'un Punisher The End par Corben et Ennis. Donc on explore les derniers instants post-apocalyptiques de ces personnages avant que le monde ne touche enfin à sa fin. Enlevez vos lacets quand même avant de lire le Hulk, on sait jamais. Et bien là on va voir par des équipes différentes des one-shots sur Captain Marvel, sur Doctor Strange, Miles Morales, Captain America, Venom et Deadpool, tout le package. Donc on verra comment est-ce que cela vient s'inscrire dans cet univers qui est déjà terminé. Nostalgie encore et toujours, Chris Claremont a annoncé qu'après son petit retour sur les New Mutants avec Bill Sienkiewicz, il serait peut-être encore question d'écrire des X-Men, cette fois-ci avec Salvador Epson Larroca. En termes de relaunch maintenant, quelques confirmations, c'est bien Donny Cates qui prendra les rênes de la série Thor, une série qui est faite pour durer, ça sera avec l'artiste Nick Lane et le frère maléfique Loki sera de la partie. Les Gardiens de la Galaxie repartent également au numéro 1 et c'est l'autre scénariste du moment chez Marvel, Al Ewing, qui s'en occupera. C'est Juan Cabal qui dessine et on ne connaît pas trop l'équipe, mais on peut voir sur la couverture, je ne spoil pas, un raton laveur, on peut voir Star-Lord, Nova ainsi que Moondragon, donc on peut peut-être les espérer. La mini-série en 6 épisodes Iron Man 2020 sera menée par Dan Slott, par Christos Gage et par Pete Woods, et on aura Arno Stark qui enfilera l'armure, donc c'est l'Iron Man de 2020, ça commence en janvier 2020, tout est prévu. Star Wars repart également au numéro 1, c'est Charles Soule et Jesus Saïs qui s'en occuperont, ils exploreront la période juste entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi avec des questions comme comment Luke est passé de ce type misérable, la main coupée, au mec vêtu de noir à la Hardisson qui rentre en mode beau gosse chez Jabba the Hutt. Comment est-ce que la rébellion s'est mobilisée pour aller attaquer l'étoile noire numéro 2 et
comment est-ce qu'ils ont planifié le sauvetage de Han. Pour rester dans la continuité maintenant, on apprend que l'artiste Marcelo Ferreira est signé en contrat d'exclusivité chez Marvel, qui s'assure qu'il n'ira pas dessiner la chauve-souris de chez DC, donc il lui file celle de chez Marvel, puisqu'il est sur le Morbius avec Vita Alaya. Sans rien vous spoiler, c'est Kelly Thompson qui écrira le spin-off de Captain Marvel qui s'intitule Star. On l'oublie souvent parce que le grand cousin prend toute la lumière et à juste titre, mais Marvel possède également son Arkham Asylum, et d'ailleurs 3 one-shots sortiront dès janvier avec l'asile de Ravencroft au centre de leurs histoires, avec 3 personnages, donc Dents de Sabre, Dracula ainsi que Carnage. Et ça sera d'ailleurs suivi d'une mini-série en 5 chapitres qui sera littéralement intitulée Ravencroft. Et pour redonner un petit peu de la crédibilité à cet asile, des issues, des single issues True Believers sortiront avec les histoires les plus marquantes de l'univers Marvel situé dans cet asile. Il y a de quoi vous rendre fou, surtout que certains diront que Marvel joue avec nous puisqu'ils comptent étendre leur Gamerverse, et donc ils consacreront une mini-série à la Chatte Noire, celle qu'on peut voir dans l'univers du Spider-Man, le jeu sur PS4. Et d'ailleurs, en parlant de la Chatte Noire, un autre félin qui a besoin de se faire les griffes et d'avoir une litière portable, puisque la bière ça fait pisser, c'est Wolverine qui aura droit à sa série continue qui sera scénarisée par Benjamin Percy avec Adam Kubert et Viktor Bogdanovich. Ça s'inscrira dans le cadre de la 2e vague des titres X-Men chapeautés par Jonathan Hickman dans l'ère Dawn of X, Docs. Super remplacé. Dan Didio travaille chez DC depuis près de 20 ans et vous serez ravis de savoir qu'il a déclaré il y a quelques mois: on construit une chronologie ultime pour mieux savoir où nos histoires se rejoignent. C'est là notre erreur durant le New 52, on ne comprenait pas quelles histoires comptaient et lesquelles ne comptaient pas. Une fois que nous aurons compris comment les personnages se relient, alors nous serons en mesure de vous offrir la vraie histoire de l'univers DC. Et attention, ne lui jetez pas la pierre, puisque nous autres, les mecs, nous sommes réputés pour pouvoir travailler des années sur un sujet sans jamais savoir où il se trouve. Et c'est pas à Dan Didio qu'il faudrait demander ça, mais plutôt à Dan Clito. Et en tout cas, pour la chronologie de chez DC, ils ont enfin trouvé. Ils ont présenté à la New York Comic Con les nouvelles fondations de l'univers DC, celles qui lui permettront d'évoluer à partir de maintenant vers d'autres horizons, et c'était en basse résolution exprès, ça n'a pas empêché le site Bleeding Cool de décortiquer ça comme une crevette, et j'espère qu'ils n'auront pas justement les doigts qui puent. J'espère que c'est pas une fausse chronologie présentée en attendant la vraie, puisque c'est le genre de clarification qui te laisse avec encore plus de questions que tu ne t'en posais avant. En gros, si on se casse les yeux comme Daredevil sur le graphique, on aperçoit que chaque petite case compte comme une année, il y a marqué G1 pour génération 1, Y1 pour Year 1, 2 pour Year 2, etc., etc. Sauf que du coup, si on fait le compte, DC aurait comprimé plus de 80 ans d'histoire éditoriale en 60 années. Et vu qu'ils font débuter la frise juste avant la Deuxième Guerre mondiale, cela signifierait que dans l'univers DC, nous n'avons pas encore passé l'an 2000. Pour la première génération, DC a choisi de faire de sa toute première héroïne Wonder Woman. C'est 25 ans avant Batman et Superman qui naissent tous les deux au moment où elle commence à officier. Et ils vont d'ailleurs incarner le visage de la seconde génération de super-héros DC, depuis l'après-guerre pendant 15 ans jusqu'à Crisis on Infinite Earth. On passe ensuite à la troisième génération, celle des récits sombres, avec Death in the Family qui vient avant The Killing Joke, et ça je trouve ça un petit peu dommage, puisque je pense que si Alan Moore n'avait pas eu l'audace de sortir son récit ultra violent consacré au Joker, et bien Jim Starlin ne serait peut-être pas allé aussi à fond dans l'arc Death in the Family qui est sorti 9 mois après. C'est pendant ces 15 ans qu'on a aussi la mort de Superman, toutes les crises, Identity Crisis, Final Crisis, Infinite Crisis, et puis ça vient culminer avec Blackest Night et le Flashpoint, le fameux reset. La quatrième génération, c'est celle qui nous est contemporaine, puisqu'on vient comprimer pendant 5 ans le Wildstorm, le DC Rebirth, le Batman Metal et le très actuel Year of the Villain, donc il va falloir absolument que Doc Manhattan se surpasse pour donner vie à ce joyeux bordel dans Doomsday Clock. Et maintenant, place à la spéculation, puisqu'il court depuis quelques mois des rumeurs d'un projet nommé 5G chez DC, et maintenant on pourrait relier ça à la 5e génération de super-héros, et DC qui remplacerait tout simplement ces vieux super-héros qui partiraient à la retraite au profit de la nouvelle génération. Ça serait complètement audacieux, et on parle notamment de Cassandra Sandsmark, créée par John Byrne pour remplacer Wonder Woman, qui serait la première à tomber. On parle de Jonathan Kent, John qui a été vieilli pour venir remplacer son papa, très oedipien quand même. Luke Fox prendrait le relais du Chevalier Noir, ainsi que Teen Lantern qui prendrait le relais de Green Lantern, ça va de soi. Ça change un petit peu de cette forme de filiation par le sidekick, quand c'est Nightwing qui reprend le costume de Batman et Damian par exemple qui prend le costume de Robin. Là on est sur d'autres héros qui sont plus ou moins reliés à leurs prédécesseurs. Ça peut être excellent comme ça peut flopper, ça c'est l'histoire de la vie, et je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.
Et sinon chez DC, rassurez-vous, on n'oublie pas le présent. On a appris d'ailleurs à la New York Comic Con que Jim Lee s'associerait avec Brad Meltzer pour écrire 8 pages dans un comics d'anthologie de 100 pages à la Walmart, un comics qui sera consacré aux histoires de guerre. Qu'on y verra probablement du Sergeant Rock et Superman qui va foirer son examen militaire. Putain. Actualité oblige, Amanda Conner et Jimmy Palmiotti reviennent sur le DC Black Label cette fois pour écrire 4 chapitres qui seraient une suite de leur run sur Harley Quinn et qui serait justement intitulé Harley Quinn and the Birds of Prey, un petit peu comme on l'a ressenti sur le trailer du film Birds of Prey. En parlant du Black Label, on a appris que Cliff Chiang allait scénariser, dessiner, mettre en couleur et même lettrer un projet sur ce label Neo Vertigo un petit peu prude. On n'en sait pas plus pour le moment. J. Willow Wilson prendra en main une partie de l'univers de Sandman de Neil Gaiman avec la série The Dreaming où elle promet de ramener Shakespeare dans cet univers. Tom King et Mitch Gerads partent dans le futur avec les premières images de leurs étranges aventures du Doc Shaner et c'est très joli. Puis dans le label parallèle, le Hill House of Horror donc de Joe Hill chez DC Comics, on a appris que Stuart Immonen mettrait fin à sa pause des comics et qui reviendrait pour illustrer Plunge, donc qui serait scénarisé par Joe Hill, l'histoire d'un équipage qui disparaît pendant 40 ans et qui est retrouvé sans avoir pris une ride. On appelle ça le syndrome Keanu Reeves et l'artiste déclare que ça va lui permettre de venir taquiner ses films d'horreur préférés, notamment Carpenter avec The Thing. Indéboulonnable. Et on n'oublie évidemment pas le marché des indépendants qui continue de fleurir. Et alors, beaucoup trop d'annonces pour que je les résume toutes ici, mais celle que j'ai particulièrement retenue, c'est une annonce qu'a glissé Image comme ça, dans un diapo sur PowerPoint. Donc, ils annoncent le retour de Nailbiter, donc la série par Williamson et par Anderson. J'avais particulièrement été frustré par la fin, j'avais apprécié le chemin, mais pas la fin. Donc, je suis content de revenir dans cet univers, même si je pense clairement que ça ne changera absolument rien à la fin. Chez Valiant Comics, Quantum et Woody auront droit à leur relaunch au numéro 1, donc par Christopher Hastings et Ryan Brown, et on peut compter sur Bliss Comics pour éditer ça en France. Et d'ailleurs, j'en profite pour les féliciter du succès de leur campagne Ulule sur la vie et la mort de Toyo Harada par Dice Art et par Kafu, ça sent très bon. Vous pouvez retrouver l'ouvrage en pré-publication sur l'application Sequencity dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et il y a un concours actuellement sur Twitter et sur Facebook pour gagner des codes gratuits, je vous le disais. On n'échappe pas à la nostalgie puisque Madame Karen Berger va ressortir chez Dark Horse, chez le Berger Books, Enigma de Peter Milligan et de Duncan Fegredo. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est complètement bouleversé lorsqu'il voit son super-héros apparaître dans sa réalité. Et l'éditeur Heritage Comics publiera l'une des toutes premières histoires de Grant Morrison, ça s'appelle Operation Overkill. On aura droit à un round 3 du comics dont je vous avais déjà parlé, à Spencer and Locke, quand Sin City rencontre Calvin et Hobbes. L'équipe de The Wicked and the Divine revient pour cette fois nous narrer une histoire plus science-fiction un petit peu pure. Une exploratrice spatiale qui va se retrouver face à une menace inconnue qui va l'attirer, l'appeler. L'éditeur Titan Comics s'amuse et sort un titre intitulé Adler et sous-titré La Ligue des Gentlewomen Extraordinaires. Donc ça fait suite à un comics à eux où l'héroïne rencontrera cette fois des figures historiques. De Raphaël, Albuquerque et Scavone qui vont sortir chez Dark Horse l'histoire d'un monde parallèle au nôtre, donc plein de merveilles qui va faire face à des forces maléfiques, monomythe quand tu nous tiens. Aftershock Comics sortira l'histoire d'un combattant de MMA gay, ça sera par Steve Orlando Johnson et Alec Morgan. Et il y a plein d'autres projets comme ça qui ont l'air alléchants, mais je termine sur ce qu'a teasé Tom Taylor, le scénariste d'Injustice ou alors de Deceased chez DC Comics, qui montre son prochain projet indé avec John Somariva qui s'intitule Get Lost. Ludique. On termine sur une touche vidéoludique puisque Kevin Conroy a annoncé qu'il ne serait pas le doubleur de Batman dans le prochain jeu vidéo que pondra Warner. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, mais très clairement, ça tourne autour de la cour des hiboux. Certains parlent d'un Arkham Court, mais avec ce que tease Tom King, ça pourrait tout aussi bien être un nouveau Def Jam avec Bruce Wayne en personnage jouable. Quelque chose de confirmé en revanche, c'est Kamala Khan qui sera un personnage jouable et central à l'intrigue du jeu Marvel's Avengers, donc développé par Square Enix. Ça sera celle qui apparemment viendra remobiliser les Vengeurs en leur apportant la preuve qu'ils ne sont pas à 100% responsables de l'incident qui les a fait se séparer. Ah, si elle avait pu faire ça en 92 avec les Guns N' Roses, on lui aurait dit merci, quoi.
Lisez, lisez et lisez. Ce week-end, j'étais au Bulberry à Bourges pour animer 2 conférences et un quiz. Et le public de Bourges est vraiment l'un des plus chaleureux auxquels j'ai jamais eu affaire. Il y en avait de tous âges, de tous horizons, soit qui me connaissaient via YouTube, soit qui me connaissaient absolument pas et qui s'en foutaient de YouTube. Et moi, c'est ça que j'aime vraiment quand on est tous mélangés. Donc, je vous embrasse tous très fort. Je pense à Pierre de l'organisation, à Yo-Yo Lacrosse, à Fabrice de la médiathèque, à Cédric, à Julien, à Sandra, à Alessio, j'en oublie plein. Mais en tout cas, je garderai un super souvenir de ce week-end et c'est partagé avec Yann Valani qui a fait un super dessin qui s'est vendu en plus 250 € pour l'association Chauve Keep. On se tourne vers l'avenir maintenant et le mois d'octobre est aussi chargé que Richard Virenque à la grande époque. La New York Comic Con qui arrive s'annonce vraiment chargée parce que je vous ai pas dit toutes les conférences que j'animerai. Ce que je sais, c'est que je vais pas tarder à relire du Jim Starlin et à relire du Roy Thomas. Tiens, ce que je peux vous dire en revanche, c'est que j'animerai un petit panel qui sera consacré aux comics et à YouTube avec le YouTuber Chris de Comics Ray, avec Alcor, avec peut-être d'autres personnes. Et évidemment, je vais faire en sorte que ça ne tourne pas que autour du temps que l'on passe à monter nos vidéos, de l'algorithme de YouTube ou alors de l'importance de vous faire aller sur Utip pour soutenir la création. Du coup, le seul comics que j'ai vraiment lu cette semaine, c'est pour le boulot puisque je suis en train de traduire les 2 derniers chapitres donc de Nick Nevin and the Blood Queen. C'est dans l'univers H1 des humanoïdes associés. Un pur récit de néopaganisme qui reprend donc des légendes britanniques, donc l'Irlande, l'Écosse, des vieilles légendes qui plairaient très très fort à Mike Mignola. Des fois je retrouve un peu du Hellboy et ça fait plaisir. C'est par Helen Mullane, Dom Reardon et Matthew Dow Smith et les couvertures sont signées Jock. Je prépare aussi évidemment le Sculpture au point de demain sur Breaking Bad et je prépare le Eurofestival puisque j'y ai été invité et que vous verrez, je n'y viendrai pas seul. Mais trêve de blabla, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens à remercier tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui partagent, qui tweetent, qui retweetent, qui Facebook. Je tiens à remercier aussi tous les gens qui se réunissent sur mon Discord. Je vais revenir, j'ai été bien occupé, mais croyez-moi, je vais y revenir et être un petit peu plus présent. En attendant, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous avez lu dans les commentaires sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et maintenant sur Discord. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain soir à 20h30 en live pour le Sculpture au point spécial Breaking Bad et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Attendez. Ah, là, vous voyez, Zobi la mouche qui vole avec les paradémons. Ah, c'est un génie, Snyder.